Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce 6e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et je suis accompagné de la fleur de l'Occitanie. Je suis avec Val. Salut Val, comment tu vas? Et salut à tous, eh ben ça va comme d'hab, hein. Toujours un plaisir d'être là, un kiff. Et ouais, bon, on est reparti sur une formule un peu plus soft, hein. Voilà, on est que tous les deux, on est revenu en amoureux, voilà, tranquille. On va reparler de manga, un peu plus à la cool. On va déjà commencer par vous remercier, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On est quand même tout petit à notre échelle et ça fait toujours plaisir d'avoir tous les jours toujours un peu plus d'écoute. Et à ce sujet, je tiens à remercier aussi à ceux qui nous partagent. Et je mettrai en lumière le podtaker sur Twitter, aka Marvin Rouge, qui régulièrement poste ses écoutes sur Twitter et notamment il nous met en avant quand il écoute un de nos épisodes. Donc merci à toi Marvin Rouge pour Ouais, nous mettre en avant sur ton Twitter. merci beaucoup. Bon, remis de Promise Neverland qu'on a abordé avec le bien cool Vidoc quand même, c'était sympa. Ouais, c'était top, ouais, Promise Neverland, sacré sujet, on s'est régalé, on en a beaucoup parlé, hein. Et puis, pour rien cacher à tout le monde, on a continué à en parler après l'enregistrement, au moins 1 ou 2 heures, quoi. Donc, c'était top, c'était Ouais, génial. ouais, on vous l'a épargné, hein, parce que c'était un épisode qui était exceptionnellement long pour plein de raisons, parce que déjà il y avait beaucoup de choses à dire sur Promise Neverland, et puis on accueillait Vidoc, qui a aussi beaucoup de choses à raconter, puis qui est un vrai passionné, vous avez dû l'entendre. Donc non, non, c'était quand même plutôt cool à faire, hein. Et je vous invite à aller faire un tour sur son Twitter, pour ceux qui nous suivent sur Twitter ou qui sont sur Twitter. Il a une sacrée collection. C'est un gros collectionneur. Et moi, Et j'ai pas été que de bluffé. manga. Et pas que de manga, ouais, de plein de choses, jeux vidéo et tout. Et il a une très très grosse collection, même s'il reste très très humble à ce propos-là. Allez checker, c'est assez bluffant. C'est clair, je ne fais que plus soit, plus c'est, tout ce qu'on veut. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Val, bon, on se cogite pas mal en ce moment, hein, parce qu'on essaie de réfléchir à des déclinaisons un peu du format principal, parce qu'on aimerait essayer d'aborder le plus de mangas possible, mais en essayant de varier un peu le contenu. Donc, on peut déjà dire qu'on a deux, trois petites idées pour les prochaines semaines, mois, sur lesquelles on est en train de cogiter. Donc on a des petites surprises, on a peut-être des futurs invités aussi assez cool, qu'on a hâte de vous en parler dès que tout ça sera bien calé et bien rodé. Val, on va rappeler rapidement le concept. Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission pour ceux qui nous découvrent et que c'est le premier épisode? On regarde ensemble en fait le premier chapitre d'un manga, on le commente, et puis en fait c'est un prétexte pour nous après de parler de l'œuvre et on rentre un peu plus dans le détail en le décryptant. En général, dans ce format-là, c'est vraiment des mangas qui nous font plaisir et qu'on a envie de vous faire découvrir, hein. C'est un peu aussi le prétexte de cette émission de parler d'une œuvre qui nous a marqué, qui peut être à la fois récente et qui peut aussi être à la fois un peu plus ancienne. Pourquoi je dis plus ancienne? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, mais qui est pas tout récent, mais qui reste à jamais gravé dans le cœur. On va parler de High Shield 21. Yes. Alors, Ice Shield 21, pour les aficionados, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un manga dessiné par Yusuke Murata. On a déjà parlé de lui dans notre épisode 2 sur One Punch Man. C'est lui qui dessine One Punch Man. Et c'est un scénario de Riichiro Inagaki, qui est entre autres le scénariste de Dr. Stone, le manga très en vogue en ce moment et plutôt quali. Et c'est le même scénariste. Le genre de Aishid 21, c'est du shonen forcément, un shonen de sport et neketsu, et ça parle de football américain. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump Le fameux. au début des années 90, si je me trompe, fin des années 90, si je me trompe pas, ou début des années 2000. C'est complet en 37 tomes aux éditions Glénat, et c'est paru en 2005 en France. Et il y a un animé de 145 épisodes, terminé aussi, comme le manga, qui a été édité, produit par Kazé Vidéo, il me semble, et ça a été diffusé sur Game One notamment. Pour le coup, moi j'ai découvert Aishid 21 en animé, hein, une fois n'est pas coutume, et c'était sur Game One aussi, donc shout out to Game One. Et Ouais, après, un petit truc qu'on peut rajouter sur, si tu me permets, sur l'animé, il me semble avoir vu passer que
par rapport à la sortie du manga, l'anime va pas jusqu'au bout en fait de l'histoire du manga. Ça s'arrête un peu net, sur une histoire et il y a pas de fin réellement à l'anime. Alors le pourquoi du comment, je sais pas. Mais il me semble avoir lu en tout cas qu'il y avait pas de réelle fin et que pour ça, si on voulait connaître la vraie fin, il fallait aller, terminer l'histoire en manga. C'est très possible. Moi, je te cache pas que je suis pas allé au bout de l'animé et je suis pas allé au bout parce que pour plein de raisons, mais notamment parce que j'avais l'impression que et j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de vraie fin. Et Ouais. moi, je lisais pas de manga à cette époque-là, donc j'avais laissé tomber, mais j'étais bien déçu. Et bon, Achille 21, Val, ça parle de quoi? Eh ben, le pitch de Aishid 21, c'est quoi? Donc, c'est l'histoire de Sena Kobayakawa. C'est le héros de l'histoire. C'est un petit gars, il est très petite taille, frêle, craintif. C'est un peu le larbin en fait du lycée, quoi. Il se fait un petit peu, comment dire, Un peu euh, bully? bully. Ouais, Ouais, bully. bully, ouais. Il se fait maltraiter par les grosses têtes de son lycée et même depuis toujours en fait depuis qu'il est petit et en se faisant maltraiter au fur et à mesure il a développé une vitesse qui est tout bonnement phénoménale. Il a une vitesse de pointe folle, il court à la vitesse de la lumière et à son arrivée au lycée en fait il s'est fait remarquer justement en courant pour éviter des harceleurs par le démoniaque quarterback de l'équipe des démons, de démons des Devil Bats, qui est Iruma, le fameux Iruma. Démoniaque, c'est bien, ça lui va très très bien. Et on va suivre donc l'histoire de Senna, qui va un petit peu se cacher derrière l'identité de Aishil 21, le running back de l'équipe des Devil Bats, le running back le plus rapide du circuit lycéen au football américain. Ouais, et on va voir tout ça un peu plus dans le détail avec justement ce premier chapitre. C'est un petit pitch à l'arrache, hein, Ouais, bah mais c'est très bien. je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que ça en dit pas trop. Ce qu'on peut juste dire avant d'attaquer, comment dire, le premier chapitre, c'est que clairement on est sur une des premières œuvres majeures de Yusuke Murata, et qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on retrouve quand même des choses qui vont faire un peu sa marque de fabrique, hein, avec notamment One Punch Man qui arrivera bien plus tard. Et pareil pour Inagaki, ça peut paraître un shonen assez simple de sport, neketsu, enfin tout ce qu'on veut, du classique. Ça reste très classique, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui en a derrière la tête et qui sait où il veut nous emmener avec du rebondissement comme on les aime. Et tout ça pour nous amener à quelque chose d'un peu plus abouti dans sa formule avec Dr Stone, qui a un pitch complètement surréaliste si vous avez jamais vu Dr Stone, et qui pourtant arrive à nous tenir en haleine manga après manga. Juste pour faire une petite parenthèse sur Dr Stone, c'est dessiné par un auteur que j'aime énormément, qui est Boichi, qui fait notamment Sunken Rock, que j'ai tout relu récemment, justement, et que j'ai découvert par hasard que ces deux-là étaient associés sur ce manga-là. Donc, comme quoi, on peut pas tout connaître, mais le hasard revient les choses. Moi, je Euh, rebondis sur ouais, Boichi. vas-y. J'ai vu passer très récemment, les amateurs de One Piece doivent connaître. Mais Boichi, il dessine une aventure parallèle de One Piece qui est l'aventure de Ace, le frère de Luffy. Et en fait, il dessine tout simplement l'univers de One Piece à travers l'histoire de Ace avec son coup de crayon. Et du coup, c'est une toute autre patte que Eiichiro Oda. Et c'est vraiment cool à voir. Ça donne du réalisme à l'œuvre de One Piece. Moi, j'aime beaucoup One Piece, donc voilà, petite parenthèse. Eh bien, écoute, si tu veux bien, on passe au pas à pas du premier chapitre. Yes. Allez, c'est parti. 散々空を乗っ取ってガンガン星に乗っかって階段蹴って上がってこうダメならダメだそれで本望なんかマイベストそれマイネ間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビ Alors, ce premier chapitre qui est intitulé sobrement L'homme pardon, aux jambes d'or. On va commencer, comme une fois n'est pas coutume, par décrire éventuellement ce qu'on voit sur la couverture du premier tome. On y voit Senna au centre de la couverture qui attrape le ballon de football américain dans sa main. Et puis tout autour de lui, il y a tous les personnages.
que compose le manga. On a Hiruma, on a Kurita, on a sa copine d'enfance qui est avec elle. Alors, on est sur une Mamori. vue en... Ouais, Mamori, merci. Et on est sur une vue en plongée et on voit tous les personnages. Voilà, ça donne un petit peu le ton du manga on sent qu'il va quand même avoir beaucoup d'humour et beaucoup de situations un peu grotesques. Moi, j'aime bien cette couve, elle est assez vendeuse. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, moi j'aime beaucoup et je voulais dire qu'en fait, pour avoir acheté les 6 premiers tomes, et globalement, en fait, toutes les couvertures sont super quali. La couleur, elle est vraiment top. Moi, enfin, je les trouve trop belles, elles donnent vraiment envie de lire les tomes et chacune parle, enfin, traite un peu le sujet du tome, quoi. Les ennemis, les adversaires qu'ils vont rencontrer ou ce qui se passe dans le tome, quoi, de manière générale. Et c'est à chaque fois c'est super beau, ça donne vraiment envie de jouer. C'est des belles color spread en fait. Ouais, puis ça va vraiment donner un peu le ton de ce que va être le dessin de Yusuke Murata, pardon. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, hein, Kamashil 21, c'est son premier manga majeur. Je sais pas si on l'avait dit ou pas. Donc on démarre, ouais. Donc la toute première page, c'est c'est un peu une page un peu comique qui est une incitation à venir jouer au foot américain. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en 3 cases, en fait, on arrive déjà à voir en fait les psychologies des personnages. Parce qu'on voit Kulita en première case, on voit Sen en deuxième case, et on voit Iruma en troisième case avec ces fameux guns qui vont être un peu le running gag en fait du manga. Ouais. Ce qui est plutôt donc intéressant, c'est qu'on a une belle première page bien ancrée, avec beaucoup de noirceur, vraiment super jolie, qui résume en 3 cases ce que sont les règles du foot US, puisque c'est marqué donc dans le football américain, les clés de la victoire sont la puissance, la tactique et la vitesse. Je rajoute juste un petit complément et je te laisse donner 2 mots après derrière. On a une petite note d'intention en fait de l'auteur Inagaki qui explique qu'en fait, grosso modo, on n'a pas besoin de connaître les règles du foot US. Et si ça peut en décourager certains de se dire, oh là là, faut que je me fade un manga sur le football américain avec ses règles qui sont quand même, faut le reconnaître, pas à la portée des Européens, parce que c'est un sport vraiment calqué sur le modèle américain. Bah franchement ici, voilà, ça reste un shonen, donc c'est facile d'accès. Totalement. Et je rajouterais que pour le coup, moi, j'ai été initié au manga par l'animé et j'étais un peu jeune. J'avais pas de sport en particulier. Ben, le manga m'a donné envie de jouer au foot US et je suis pas le seul. J'en ai parlé avec des gens qui ont lu High Shield et ils ont eu envie. Certains se sont mis à jouer au foot US en club chez moi parce que High Shield quoi. Et le manga est une super introduction au sport parce que l'auteur, enfin le scénariste, il nous explique tout en fait. Il simplifie, vulgarise le sport et il te décrit vraiment comment ça se passe. Donc c'est vraiment, faut pas avoir peur quoi, hein, de pas connaître le sport pour y rentrer dedans. Au contraire, en fait, il dit dans la note d'intention, Senna, il connaît pas non plus le foot US, il connaît pas les règles. Donc, si le personnage principal, il les connaît pas, ben, on va les apprendre avec lui, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est après ça reste un shonen, on est toujours du point de vue du personnage principal qui est Senna et on est au même niveau que lui en fait. Donc c'est ça le gros Totalement. point fort. Là, c'est rigolo que tu dis comment tu as découvert le manga. Sans faire une petite aparté, là ça va être la minute vieux con. C'est un manga qui est sorti aux alentours des 2004-2005, je crois de mémoire en France, 2005. Et moi je l'ai acheté à sa sortie en fait. Donc tu vois, ça fait déjà maintenant 16 ans. Donc j'ai acheté le manga quand il est sorti et Vraiment c'était un vieux con, alors. bah ouais, ouais, mais c'était vraiment une petite révolution en fait dans l'univers du manga parce que sur les mangas de sport, on n'en avait pas des masses en fait disponibles en France, hormis Captain Tsubasa et deux trois petites autres exceptions qui étaient plutôt confidentielles. Mais là, c'était quand même la grosse locomotive qui nous arrivait en plein dans la tronche quoi. Et ça a été un super truc à découvrir. C'est d'ailleurs pour ça Ouais, qu'on nous en parle aujourd'hui. On a une génération d'écart tous les deux quasiment, tu vois, tu le redécouvres beaucoup plus tard et ça marche toujours autant quoi. Donc ouais. c'est ça qui est super. On rentre dans le vif du sujet en fait, puisque introduction assez classique. On commence par nous introduire en fait le personnage principal Senna et ainsi que son ami d'enfance Mamori. On comprend tout de suite
qui sont super proches. Qu'est-ce Ouais. que tu vas dire toi là-dessus, Val? Ouais, ben, Mamori, c'est un peu, c'est sa grande sœur. Bon, on comprend que ils sont amis, mais c'est un peu comme sa grande sœur. Elle le protège, elle l'a en fait sous son aile parce que, ben, comme je l'ai dit dans le pitch, Senna, c'est un petit gars craintif qui s'est toujours fait harceler quand il était petit. Et en fait, on verra un petit peu plus tard dans les pages suivantes que, en fait, Mamori, c'était celle qui le protégeait, quoi. Et note intéressante, Mamori en fait, c'est une hafu, comme ils disent au Japon, c'est une métisse japonaise américaine. En fait, on l'apprend dans ce chapitre-là. On l'apprend un petit peu plus tard, je crois, mais on apprend que c'est une hafu et ça il y en a pas mal. Alors hafu, c'est la contraction de half en anglais. C'est la version japonaise, quoi. Et c'est pas commun. Et du coup, ça passe plutôt bien avec le contexte du manga qui est le foot US, puisqu'elle est américaine, quoi. Voilà. Petite, petite anecdote comme ça, là, Non, non, mais tu vois, pour le film. je m'en souvenais plus. Et c'est vrai que pour l'émission, j'ai relu les 10 premiers tomes et c'est vrai que j'avais pas spécialement fait attention à ce détail, donc même très intéressant. En parlant de détails, justement, ça reste, on est toujours dans le premier chapitre, hein, il y a tous les petites touches du shonen où on commence à nous placer les billes en fait de ce que va être le manga après. Direct en fait, bah, comme par hasard, Senna, il a le numéro à l'école 21. et on termine cette première petite partie du début où on a un gros plan sur quelqu'un qui a une tête plutôt malaisante, hein, plutôt, on se dit ouais, il est chelou ce mec-là. C'est Iruma en fait, c'est le quarterback de l'équipe qui est vraiment dessiné comme un démon en fait, et qui lui son but c'est d'aller choper et recruter des nouveaux élèves, mais on va dire un peu à sa manière quand même, hein, une manière un peu orthodoxe on va dire de recrutement. Ah ouais, clairement, Hiruma, il a vraiment une tête de fou. Euh, très, très sincèrement, pour moi, c'est peut-être mon personnage préféré du manga avec Senna, parce qu'il est juste énorme en fait. Il a une profondeur folle. Je sais pas si on le voit vraiment dans le chapitre 1, mais en tout cas dans les chapitres suivants et dans les tomes suivants, au fil du manga, on voit que c'est un personnage qui a une grosse profondeur, mais c'est aussi lui qui amène la grosse touche d'humour dans le manga, Ah bah clairement. avec son comique de répétition, avec les guns, comme tu en as parlé, on le Ouais, on sait verra pas d'ailleurs après. où il les sort. Il y a un côté, tu sais, il y a un côté très Tex Avery là-dessus. Tu sais, Ouais, de il sort ouf. un gun en fait de quelque part. Tu sais, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Tout est prétexte à sortir toutes sortes de guns, bazooka, kalachnikov, c'est n'importe quoi. Mais ça colle trop bien au personnage parce qu'il est complètement taré en fait. Ah ouais. Et puis bah donc du coup bah, c'est sa méthode de recrutement, hein. Il fait du recrutement. Moi j'ai noté ça. Il fait du recrutement au forceps quoi. Il laisse Ah pas ouais. trop le choix à Célin en fait. Il lui prend son téléphone, il prévient limite ses parents à sa place pour le dire que il va être recruté. Et il y a une scène qui est assez rigolote en fait où il inspire vraiment la crainte parce qu'on voit des élèves apeurés qui courent un peu dans tous les sens et qui ont peur de croiser Iruma qui va bah, les forcer justement à rejoindre à rejoindre le comment dire le club des Devil Bats. Mais sauf qu'à ce moment-là, de l'histoire du chapitre, Senna, il n'est pas au courant que c'est lui, en fait, Hiruma. On lui parle d'un certain Hiruma qui est un fou dangereux, qui cherche à attirer les gens dans son club, mais bah, il sait pas qui c'est encore. Non, il sait pas qui c'est et en fait c'est Mamori qui lui dit parce que Mamori le protège. En fait, il y a toute une histoire où bah, au Japon en fait quand tu arrives au lycée, je sais pas si c'est toujours comme ça. En tout cas, ça devait l'être, ça devait être comme ça à l'époque au début des années 2000 quand le manga est sorti. Les élèves s'inscrivent à des clubs de cuisine, de sport, voilà. Et en gros, Mamori, elle lui fait comprendre à Senna que bon, ça serait bien qu'il s'inscrive dans un club pour prendre confiance en lui, mais que bon, s'il y a bien un club qu'il doit éviter d'aller, c'est le club de Hiruma parce que c'est un gros malade et que en gros il va mourir quoi s'il va chez Hiruma quoi, avec Hiruma en tout cas. Et il se trouve que ouais, comme tu dis, c'est pas qui c'est Hiruma et il l'a déjà croisé malheureusement. C'était déjà trop tard. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, hein. C'est clairement mis en avant que Mamori a un rôle très très
protectrice, maman presque un peu, envers Senna. Elle est déjà plus grande que lui, elle est déjà on sent qu'elle est plus carrée que lui aussi, même si elle a un physique très féminin, mais lui, il fait vraiment tout chétif, tout frêle. Et on sent qu'il en a bavé, hein, au collège, hein. On sent que ça a été un peu un souffre-douleur et qu'elle était là pour le protéger. Et ça introduit donc la suite du premier chapitre où en fait, ben, les bullies, enfin les petites brutes qui le brutalisaient au collège l'ont suivi au lycée. Et c'est là qu'on rencontre trois personnages qui ont l'air de prendre Senna un peu pour leur bonne et qui lui demandent d'aller lui chercher à bouffer et qui s'exécute puisqu'il a peur d'eux, il les craint. Et c'est une manière un peu rigolote, mais aussi un peu très situationnelle d'introduire en fait de remettre un peu plus clairement en avant, parce qu'on a compris un tout petit peu au début ce qu'était capable de faire Senna, bah, que c'est quelqu'un qui avait une vitesse mais complètement hallucinante quoi. Ouais, 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 clairement, il fuit ces espèces de caïds là, les 3 caïds. Un truc qui est marrant à noter, on les voit sur la couverture, c'est des personnages qui vont revenir, forcément et en fait, le scénariste et j'imagine que Murata, il doit être un peu dans ce délire-là aussi, ils ont, pour les personnages qui sont, les personnages un peu principaux de l'histoire, ils ont tous un comique de répétition, à part peut-être Senna. Senna, il a pas trop de un truc qui revient pour faire rire quoi. Eux, c'est les frères haha quoi. Ils sont tout le temps là en train de dire ah ah ah. Les trois, ils ont leur comique de répétition et ils sont à chaque fois en train de faire ça. Comme Hiroma est en train de sortir des guns à chaque fois et comme les autres personnages auront leur propre truc. Et honnêtement, on pourrait croire que c'est un peu lourd. Mais en fait, moi, peut-être je suis très bon public, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment rire Non, à non, chaque non, mais fois. moi je te rassure, ça marche. Ça marche très Ah bien. ouais, ça marche trop bien. Et puis à l'époque, ça avait matché. Je l'ai relu pour le podcast et ça marche toujours aussi bien maintenant. Mais c'est vrai que c'est les ressorts du shonen très classique où on se dit, oh purée, on va retomber. Mais les personnages sont pas mis là par hasard. Tu vois, c'est appuyé par le dessin de Murata qui nous fait des personnages vraiment bien croqués, avec un style vraiment bien défini. Donc on se doute bien que ces mecs-là sont pas posés là par hasard, qui vont à un moment donné se retrouver, on sait pas, peut-être quelque part, on vous en dit pas plus, mais vous avez bien deviné. Donc c'est du shonen et c'est voilà, donc on nous introduit comme ça par petites touches les personnages et mine de rien, bah, on n'en est pas au bout, mais c'est un chapitre assez dense, assez. Ouais, J'ai pour habitude de toujours, on aurait pu le dire au début, mais on va le glisser là, de parler de la pagination et du nombre de pages. Bah, ce chapitre-là, il fait 56 pages. ouais, Donc il fait partie des comment dire? Des mangas avec une bonne introduction, un bon premier chapitre et je pense que c'est nécessaire parce c'est un manga où on va croiser énormément de personnages et c'est important, je trouve, de prendre le temps. Senna donc toujours dans la recherche d'absolument vouloir, manger puisque c'est en fait le but ultime des trois larrons là, qui veulent absolument manger. Ils vont avec Senna en recherche en fait, de bouffe et ils tombent sur un local qui paraît abandonné et on se rend compte assez vite qu'en fait ce local, bah, en fait c'est le local du club de foot US et c'est là qu'on va rencontrer, le personnage, avec, la bonne bonhomie de Kurita. ouais, 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 énorme, tout simplement, grand, large, et en fait, bah, c'est le centre de l'équipe des Villebats de Démon et le centre, bah, c'est le joueur qui fait la passe au quarterback pour essayer de pour situer un peu aux auditeurs et bah, c'est souvent le joueur le plus gaillard de l'équipe, et il se frottera à des gens, tout aussi gaillards que lui, lors des matchs, quoi. Et Kurita, ben, c'est le gros enthousiaste en fait Ouais, de ultra l'équipe quoi. positif. C'est le mec, il vit tout Lui, à fond, quoi. ouais, lui il vit pour le foot US et puis il rêve de voir des gens s'inscrire à son club. Et en fait, il remarque pas que Senna il est en train de se faire bisuter quoi. Pour lui, les trois racailles, elles sont là pour devenir joueurs de ligne, c'est-à-dire des joueurs comme lui qui sont dans la ligne de protection du quarterback. Et en fait, il pète un plomb et il leur dit non les gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vous montre comment on pousse. Et il les sort du Il les local. dégage d'une manière, Ouais, mais puissant quoi. ouais. Et en fait, on se rend compte que bah, Kurita, c'est la force de la nature quoi. Il est trop fort. Et c'est un personnage hyper gentil tout au long du manga qui sera en fait sera la gentillesse incarnée quoi de cette équipe. Ouais, ouais, c'est clair, ça va être le mec qui sera
tout le temps ultra positif, tout le temps à fond dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Et puis il a un rêve ultime, et c'est là qu'on va mettre en avant dès le premier chapitre. Le but ultime de l'équipe, c'est d'aller À la Christmas Ball. l'événement majeur du Japon où les meilleurs lycées s'affrontent, enfin les deux meilleurs lycées s'affrontent. Et c'est un peu le rêve ultime de cette équipe des Devil Bats, qui paraît à ce stade-là assez compliqué à atteindre parce qu'ils ont pas de joueurs en fait. Donc ils sont vraiment, Ils sont deux. voilà, ils sont deux, et Voilà. c'est vrai que ça peut paraître improbable. Il faut un peu plus de joueurs quand même pour composer une équipe. Mm. On retrouve dans ce chapitre-là, on retrouve nos trois bullies qui sont, on va dire, un peu vexés, hein, qui n'ont pas forcément aimé être maltraités par Kurita, et qui vont vouloir lui péter la gueule, en fait, clairement. Donc ils commencent à sortir les battes de baseball et tout ce qui va bien, et ils demandent en fait à Senna, de les emmener là où habite ce mec-là. On pensait pas Senna capable de ça, mais ça va être son premier acte de rébellion, en fait. Il a tellement été convaincu et touché par le discours de Kurita qui, en fait, je pense qu'il a pas envie de le trahir, et il décide de se rebeller contre ces trois brutes là qui le harcèlent, et il dit voilà, bah, si vous voulez me frapper, allez-y quoi. Et en fait, ils ont trouvé le numéro de Kurita dans le téléphone de Senna. En fait, dans le chapitre, on se rend compte, Senna, il a un téléphone, mais il a que le numéro de Mamori, il a pas d'amis, il a pas d'autres amis. Et Kurita, c'est la deuxième personne qui lui donne son numéro. Et les trois Rakai, ils se rendent compte qu'il y a le numéro de Kurita, donc ils vont essayer de ils lui piquent le téléphone à Senna, et puis ils essayent de l'appeler. Senna se débat et attrape son téléphone et part en courant sur le bord, sur la barrière d'un pont, à toute vitesse. Et en fait, bah, il les trace. Il les trace, et puis il se retrouve dans une grande foire où il y a plein de gens qui achètent des trucs et tout. Et il y a Iruma qui le voit fuir. Et en fait, Senna, il prend sur lui. Là, on a le moment shonen neketsu 100%, quoi. Senna, boum, il change de visage. Instinct, tu sais, comme la révélation instinct là, tu sais, dans Senseiya là, ça fait un peu très Ouais, Senseiya c'est là. ça. Exactement, voilà, c'est le truc de shonen par excellence. Et il calcule sa trajectoire. Et puis en fait, au moment où il va se faire attraper par les trois racailles, et ben il trace et il esquive tout le monde. Il passe devant Iruma, il fait même s'envoler les courses d'Iruma tellement il va vite. Et il esquive. En fait, il passe dans les gens, il touche personne à une vitesse folle, quoi. Et Iruma en fait se rend compte que ben voilà, c'est un joueur qu'il lui faut. Il a même fait un petit move un peu stylé, un petit spin move sur une des deux racailles qui essaye de l'attraper face à lui, quoi. Et, euh, et donc ben forcément Iruma, en ayant assisté à ça sur toute la scène, en fait, il lui dit avec les jambes que tu as là, faut que tu rejoignes le club, quoi. C'est juste ouf cette scène, en fait. Il y a un point qui est quand même assez fou, c'est qu'en fait cette course en fait rappelle, parce que Hiruma a une expression, on dit cette façon de courir, et sur la même case juste à côté on voit un High Shield 21. Mais est-ce que c'est de comment dire de Senna qu'on parle? Non, en fait, on nous prépare à quelque chose, ça lui rappelle quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et voilà, ça c'est un petit truc qui est posé là, et on le saura beaucoup plus tard à qui pensait en fait Hiruma quand il a vu Senna courir. Et oui, donc pour rejoindre ce que tu disais, oui, ben finalement, ben, il l'attend à la fin de sa course, et c'est là que justement il décide de le recruter et de le faire intégrer l'équipe. Et c'est là qu'on clôture comment dire, le chapitre un peu plus tard sur la naissance d'Aishil 21 et du personnage qui a été créé justement pour ça. Et justement de garder son identité, parce que tout est justifié en fait, hein, si tu veux. Hein. Pourquoi on lui met une visière? C'est simplement parce qu'il n'a pas envie qu'on lui pique son joueur en fait. Hein. Très calculé. Et Hiruma est un personnage très calculateur. Totalement, ouais. En fait, il veut le cacher pour éviter que les autres équipes le recrutent, l'équipe d'athlétisme, l'équipe de football tout court, de soccer, quels que soient les clubs, parce qu'en fait, il court tellement vite qu'il serait bon partout, quoi. Il serait bon pour toutes les équipes. Et ce qui nous explique Hiruma, c'est qu'en fait, pour le cacher, donc, il va mettre un casque avec un eye shield, donc un écran de plastique euh,
de couleur qui est une visière en fait et qui cachera en fait le visage de Senna sous son casque quoi. Oui, puis d'ailleurs, fait assez marrant qu'on verra un peu plus tard, mais on peut en parler rapidement ici, sur cet élément du casque. Normalement, c'est quelque chose qui est pas autorisé, hein, ils le disent d'ailleurs dans le manga, c'est pas autorisé, mais Iruma, dans sa façon très roublarde à chaque fois d'exposer les choses, arrive un peu à enfumer l'arbitre, quand il y aura son premier match officiel et du coup, ça passera et puis ça sera un truc qui sera plus jamais abordé après derrière, quoi. Exactement, et puis Roumain, en fait, il fera ça tout le manga de toute façon, il a toujours une solution à tout quasiment. C'est clair. C'est un génie en fait. Et d'ailleurs, donc après le chapitre, on a une petite, je sais pas comment on appelle ça, je sais Une pas, un intermède? intercalaire, Ouais, ouais, ouais. une intermède où en fait on voit Senna avec des stats, Oui, oui, oui. des étoiles. Et ça, moi, j'ai trouvé ça stylé. En fait, chaque personnage va avoir un peu ses étoiles où on va savoir en fait ben, en quoi il est bon, quoi. Et donc, bah, Senna, c'est puissance une étoile, technique une étoile et vitesse 5 étoiles, le max quoi sur 5. Donc, c'est clairement l'homme aux jambes d'or. Et c'est vrai que oui, ouais, moi je trouvais ça sympa aussi d'avoir ce côté rappel des stats. Mais de toute façon, c'est à l'image du foot US hein, et de tous les sports américains, ce sont que des sports où on fait parler les stats, quoi. Question qui devient maintenant presque une habitude. Et ben, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce premier chapitre? Ben, alors pour remettre dans le contexte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi Ice Shield, je l'ai vu sur Game One quand j'étais au lycée et j'étais vraiment tombé in love de l'animé quoi. Vraiment, j'ai adoré ce manga. Je l'ai trouvé fou. En fait, quand tu m'en as parlé, de suite, ça m'a ramené des bons souvenirs. Et je me suis dit, ouais, grave, faut qu'on parle d'Ice Shield. Je l'ai jamais lu en plus, donc c'est l'occasion. Donc, j'ai acheté le tome, les 3 premiers tomes, parce que bon, je connais l'histoire et je sais que c'est bien, donc je me suis dit, je vais prendre les 3 premiers tomes. Et j'ai lu le premier tome, mais à une vitesse folle en fait. J'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai enchaîné sur le 2, le 3, et puis j'ai acheté le 4, le 5, le 6, et puis je vais acheter la suite parce qu'en fait, c'est juste fou quoi. Envie de lire la suite, ben, c'est un très très grand oui parce que ben, j'ai l'impression que dans ce manga, tout est fait pour pour nous faire kiffer, nous lecteurs de shonen et de shonen neketsu et amateurs de sport quoi. Il y a tout. Vraiment, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais c'est trop bien quoi. Et toi? Ben oui, oui, je te rejoins complètement, hein. Pour moi aussi, c'est un premier chapitre ultra efficace qui donne envie de lire la suite, hein, clairement. Ce qui est bien, c'est qu'il prend son temps. Comme on a dit tout à l'heure, hein, il y a plus de 50 pages. Donc ça permet vraiment de poser les bases du manga et ce qui va en faire sa force. Et moi, j'ai trouvé ça chouette à l'époque quand je l'ai lu. C'est ce qui m'a fait rentrer dedans à puissance 10 000. Et là, à la relecture, bah, comme toi, hein, j'ai été rehappé par la force du manga qui, pour moi, n'a pas pris une ride. Je sais pas si on pourrait en dire autant, puisque tu as parlé, toi, que tu es rentré par le biais de l'animé, si on pourrait en dire autant de l'animé. Juste avant l'émission, là, j'ai jeté un œil à l'opening. Bon, c'est très joli au niveau du chara design, mais au niveau de l'animation, est-ce que ça a pas pris un coup de vieux? Très honnêtement, je pense pas que ça ait pris un coup de vieux. Euh, Ok. Enfin, de ce que parce que j'ai très rapidement regardé aussi un peu ce que j'avais vu moi à l'époque. Franchement, déjà pour l'époque, c'était vachement bien, hein. Pour un animé pardon, qui sort en début des années 2000, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait les débuts de One Piece. One Piece, c'était pas Jojo hein, au début. Il y avait les débuts de Naruto, c'était joli, mais c'est devenu plus beau après par la suite. High Shield, ça a été très beau, enfin très bien du début à la fin. Ils ont gardé le même chara design et ça a plutôt bien fonctionné en fait, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'en garde des super souvenirs et de ce que j'en ai vu, je suis pas déçu. Je me dis pas, ah putain, j'ai trouvé ça plus beau à l'époque. Je trouve que en fait, ça reste très quali pour pour un animé de cette époque-là, début des années 2010, fin des années 2000, début 2010, par là, c'est dû sortir en anime, en tout cas moi quand je l'ai vu. Mais c'est vrai que je trouve que s'il y a un type d'animé que j'aimerais énormément et que j'ai regardé étant plus jeune, je trouve que c'est les animés de sport. Parce que déjà le sport c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et je trouve que l'animé le retranscrit bien. Et l'animé c'est toujours quelque chose qui est toujours un petit peu amplifié et on est toujours sur des sports un peu fantasmés hein, au niveau de ce qu'ils peuvent faire par rapport à la vraie vie. Je pense à Captain Tsubasa, ça déboîte en animé même si c'est des fois étiré pour pas grand chose.
Et c'est vrai qu'Ice Shield, ouais, je trouve que bah, tu vois, ne serait-ce que la scène du début dans le premier chapitre où il se met à étudier en fait son trajet, sa trajectoire pour pouvoir échapper aux personnes qui le poursuivent. Bah, du coup, en animé, ça doit être assez classe. Ça Ouais, doit être ouais, ouais. super. C'est hyper classe. Toutes les scènes en anime de justement de course pendant les matchs ou même là pendant cette scène d'introduction là pour ce premier chapitre, tout est hyper classe. Et puis il y a la couleur, il y a beaucoup de couleurs en fait qui jouent. On voit que la visière sur la couverture elle est verte et du coup la couleur associée à iShield et à sa vitesse, ça va être ce vert là un peu. Vert néon un peu et c'est très stylé, enfin l'anime il est trop classe en plus, enfin je parlais donc des personnages souvent les adversaires donc ça va être des noms de franchises un peu d'équipes. Dans le tome 1 c'est les Cupids, donc c'est Cupidon quoi le logo et en Oui. fait chaque joueur phare, capitaine ou joueur star d'équipe, va être un peu cette représentation de cette équipe-là. Le joueur phare des Cupids, ben, ça va être un gars beau gosse, on le voit sur la couverture, en train de se regarder, qui a une copine, machin, et en fait, à chaque fois, chaque adversaire va avoir un peu cette image-là, qui il va retranscrire en fait l'image de son club, quoi, du logo et tout, quoi. Ouais, il y a un côté très, très comique en fait dans Ouais. les équipes qui s'affrontent. Moi, il y en a une là, vu que t'en parles, qui me vient en tête et qui m'a toujours fait beaucoup rigoler. C'est les Égyptiens là. J'ai plus le nom, les pharaons, je crois qu'ils s'appellent les mecs. Ben, j'en suis là, moi, dans le manga, Et là. leur technique, alors ils ont des tronches d'Égyptiens, mais des Égyptiens de l'époque des pharaons, justement, avec les maquillages sur les yeux. Et c'est rigolo parce qu'ils ont une technique de défense qui s'appelle, je crois, la pyramide, je sais plus comment elle s'appelle, enfin un truc à base de pyramide. Et c'est super drôle parce que ça se retranscrit sur le terrain. On a vraiment l'impression qu'ils ont une défense en forme de pyramide. Et on se dit, mais c'est complètement improbable dans du football américain que les mecs ils défendent en forme de pyramide. Donc, non, non, mais c'est chouette. Et puis, il y a vraiment une recherche assez rigolo pour diversifier justement les personnages qu'ils affrontent. Bah, tiens, d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu de manière générale, sur le dessin de Murata, qui est une de ses premières œuvres, hein, on rappelle. Qu'est-ce que tu as pensé de son dessin là-dessus? C'est vachement bien. J'aime beaucoup. Merci. On retrouve la patte de Murata. Murata, c'est un super mangaka, hein. Il est très très fort. Moi, j'aime beaucoup. Autant il y a certains personnages comme Kurita qui sont hyper simples, mais il arrive quand même simple dans le dessin, hein. Il arrive à retranscrire quand même des émotions et à faire passer des choses à travers ses personnages. Autant il y a des personnages beaucoup plus compliqués comme Iruma, où Hiruma il passe d'une tête d'un mec, bon il a une tête chelou hein, de base, hein, il passe d'une tête un peu chelou à une tête encore plus chelou, démoniaque, machiavélique, avec des oreilles pointues, les dents acérées. Enfin, en fait la palette de personnages qu'a dessiné Murata, elle est folle je trouve, et on voit que après sur One Punch Man, comme on en a parlé, il s'est quand même encore plus amélioré quoi, parce que c'est devenu Il est au summum. ouais, Mm. il est au summum pour One Punch Man clairement. Et là, bah, Aishid, c'est déjà très très beau quoi. Ouais, je te rejoins complètement, hein. Le dessin est juste fou. Je mets juste un petit bémol parce qu'on est quand même, on est quand même au début vraiment de ce qu'il va être capable de faire après. Et on sent quand même que c'est quand même un cran en dessous, en termes de qualité, je trouve, que One Punch Man, qui quand même, il a un trait quand même beaucoup plus abouti, beaucoup plus maîtrisé. Mais ça reste pour, entre guillemets, un mec qui débute, même s'il a fait certainement d'autres choses avant, mais là, j'ai pas les infos. Ça reste quand même ultra propre. Moi, pour complémenter ce que tu as dit, je trouve on commence à ressentir déjà tout ce qu'a fait le succès de Murata sur One Punch Man dans sa façon de dessiner. Tu parlais de Kurita tout à l'heure, ce côté un peu simpliste du dessin, bah en fait c'est Saitama quoi. C'est le côté basique du dessin de Saitama. Kurita c'est un trait, deux points, un trait, et puis hop, bim, c'est fini, et puis deux boules pour faire le ventre, le corps, et puis enfin la tête et le ventre, et puis c'est terminé. Et ce que je trouve qui est quand même assez fou, et je te rejoins là-dessus, c'est qu'il a cette capacité à faire en sorte que les personnages ne se ressemblent pas. Il y a toujours un petit point de détail dans le chara-design des personnages qui fait qu'on arrive bien à différencier tout le monde. Et je peux vous dire que dans High Shield 21, il y en a du monde. Il y a vraiment énormément de monde. Et c'est vrai qu'ils sont tous différents. Et je trouve que c'est un dessinateur qui a toujours
le souci du détail. Et je pense notamment, alors c'est un débat et une question qu'on s'était posé aussi pour One Punch Man, sur le côté arrière-plan, mais je sais pas si t'as remarqué aussi dans les Shield, il y a du détail de partout. Ah oui. D'arrière-plan, c'est c'est vraiment hyper détaillé, c'est riche. Et ça, on le voit aussi dans One Punch Man. Alors, peut-être qu'il a aussi, il a forcément des assistants, je pense, il n'est pas tout seul. Mais en tout cas, on voit en tout cas, il les dirige bien et qu'il a vraiment une façon de concevoir, en tout cas, une planche, une case. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment pour ça que ça rend le truc vraiment agréable et dynamique à lire. Clairement, ouais. Et puis, il arrive à instaurer, je trouve, dans ses dessins, le mouvement dans la façon dont on peut avoir le bras pour se désarticuler, parce que tout va être lié au bras dans ce manga-là, puisque ça se joue à la main, et, et ça se joue sur des lancers de ballons, et de fait de rattraper le ballon. Et vous verrez, quand vous découvrirez, si vous ne l'avez pas encore lu, vous le redécouvrirez, il y a tout un détail dans le mouvement du bras qui est vraiment top, quoi. Enfin, qui est super et qui... Et il a un sens du mouvement dans son dessin qui est juste folle, en fait. Ouais, c'est Murata, quoi. Murata, il a étudié la physionomie, la manière de se déplacer dans le sport, bon, de manière générale déjà de se déplacer, mais dans le football américain, il a étudié comment les carrures, à quoi ressemblait un joueur running back, à quoi ressemble un joueur de ligne, un joueur défensif, un joueur plus offensif. Il a retranscrit ça vachement bien. Enfin, c'est pas grossier en fait. Dans des traits grossiers qu'on peut avoir sur certains personnages, il y a de la finesse sur tout ce qui va être mouvement et tout ça. Il est trop fort, hein, ce type, hein, on n'arrête pas de le dire, hein, mais Ouais. vraiment, Là, c'est il est clair. très fort. Et puis il arrive à faire passer par le dessin le comique de situation, parce qu'il arrive à faire déformer ses personnages et en fait à se mettre au service du scénario et de l'écriture de Inagaki. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, alors grossier peut-être plus dans le grotesque, mais assumé, d'avoir notamment par Kulita, qui a son visage complètement, complètement ahuri et complètement bené, en fait, quoi. Et ça, c'est juste lui en lui-même, c'est super drôle, en fait, quoi. C'est super drôle. Au niveau du scénar, des persos, on en a parlé un petit peu, mais si on doit un peu plus creuser sur le côté scénario, euh, on va pas se le cacher, hein, c'est un shonen, ça reste, les ressorts sont assez simples, mais pas que. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'ailleurs, là-dessus? Bon, là, c'est vrai qu'après, on va pas, comme tu as dit, c'est un shonen, faut pas non plus s'attendre au scénario le plus fou. C'est très. Bah, après, comme c'est un vieux truc, est-ce qu'à l'époque on disait c'est prévisible? Je sais pas. Mais maintenant, vu on a vu plein de shonen arriver, le genre il a été fait et refait, c'est très connu. Donc c'est pas ultra original. Mais ce qui va être original, en fait, ça va être bah, déjà le sport traité, parce que bah, des mangas de foot US, il n'y en a pas 36, il y en a qu'un. Voilà, c'est High Shield. Et ce qui va être original, ça va être bah, les personnages qui font vivre cette histoire, quoi. Mais après, à proprement parler, le scénario, ça reste vraiment du shonen pur. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime, en fait. Parce que Inagaki nous sert tout ce qu'on aime dans le shonen, en fait. Vraiment tout. Les techniques spéciales, des méchants, entre guillemets, des adversaires charismatiques, un héros qui se dépasse, qui part de pas grand-chose et qui va très certainement arriver au top. La grosse star, ouais. Voilà, c'est du shonen, hein, mais en même temps, quand on lit ça, c'est ce qu'on veut lire en fait. Donc, on ne peut pas être déçu et on peut être que même surpris par la manière dont c'est présenté en fait. Bah, c'est clair, il y a pas de surprise. On le sait dès le départ. On nous dit, ok, bah, notre rêve ultime, c'est d'aller au Christmas Ball. Donc, je vous le dis, c'est pas un spoil. Bah, ça va se terminer par le Christmas Ball. Enfin, c'est du très classique sur, on progresse à chaque match, on renforce l'équipe à chaque match. Mais comme tu l'as dit, ce qui fait sa force, c'est par l'écriture, c'est par les personnages. C'est de mettre comme tu dis, des antagonismes charismatiques. Moi, je pense à il va très vite avoir un némésis, en fait, Senna, un mec qui sera toujours en dualité avec lui. Ça sera un défenseur, lui, il est attaquant.
parce qu'il faut le rappeler, euh, le football américain, c'est des sessions d'attaque-défense. En fait, il y a toujours une équipe qui vient défendre, une partie de l'équipe qui attaque, et puis après, une fois que la possession change, ça inverse, il y a l'équipe attaquant qui rentre et l'équipe de défense qui rentre. Sauf qu'ici, en fait, dans ce manga-là, on l'a pas dit, ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, c'est la même équipe qui fait la défense et l'attaque. Là où normalement, toutes les autres équipes ont une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que là, ça peut peut-être vous paraître compliqué ce que je viens de vous dire, c'est que Inagaki, en fait, dans sa manière d'écrire, comme il l'a dit, on est tout le temps du point de vue de Senna. Et forcément, on apprend les règles avec lui. Il a toujours des moments où il dit attends, c'est quoi ça, j'avais pas compris. Et puis en fait, il prend toujours un moment pour nous expliquer les règles. Et en fait, on comprend. C'est vraiment amené de manière très simpliste, très pédagogue. Et, euh, et c'est top. Et je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouve que ce qui fait aussi la force du manga, mais malheureusement, on le voit pas dans le premier chapitre, c'est la manière dont sont structurés les matchs. Je trouve il y a toujours une tension qui est vraiment palpable. Il y a un rythme qui est vraiment bien foutu. Et puis, il sait aller à l'efficace. Moi, je l'ai mis vraiment en opposition avec Captain Tsubasa. On se moquait des matchs qui duraient 5 épisodes. Dans le manga, c'était pareil. On avait des fois un tome complet sur une mi-temps presque. J'exagère, pardon, un peu. Mais là, ici, en fait, c'est vraiment bien orchestré, bien rythmé. Ce qui fait que les matchs sont passionnants. Et puis, ça donne envie de connaître la suite tout le temps, quoi. Ouais, il passe très vite en fait au moment où il y a le plus d'action quoi. C'est-à-dire que quand il y a des touchdowns, quand le score avance, on le sait, mais on va pas assister, comme tu dis, à du Captain Tsubasa où on va voir tout le match entier sur un tome. En fait, ça va être concentré sur quelques chapitres. Forcément, quand les matchs sont plus importants, il y aura forcément plus de chapitres, mais c'est très bien rythmé. Il y a un truc moi qui me fait kiffer et qui m'a beaucoup fait kiffer en animé, c'est les introductions de match. À chaque fois, c'est les mascottes, logos, mascottes des deux équipes qui a ou avec un versus au milieu quoi, en mode versus fighting. Ça, je trouve ça trop stylé. Et même en fait, ça apparaît même des fois quand il y a des rivalités ou des dualités entre deux personnages. Et en fait, tu vois que les deux, Murata et Inagaki, ils sont complètement barrés quoi. Ils sont là, et ils se disent bon, mais ok, là, ça part en clash entre les deux personnages. On va les mettre en versus. Voilà, exactement. Et c'est toujours trop bien fait. Et en animé, c'était déjà hyper quali. Et il y a ce format-là de match qui est très souvent, on n'est jamais perdu. C'est toujours la même formule en fait pour les matchs. Pas dans les actions qui se passent, parce que souvent il y a des surprises, hein, mais les matchs sont orchestrés souvent de la même manière. On a le début, voilà, les phases d'attaque, les phases de défense, et puis la fin du match globalement quoi. Et puis faut noter aussi un truc, c'est que le manga, et ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vous dis, hein, mais il fait que 37 tomes, hein. Donc ça reste pour un shonen, ça reste assez court, hein. Donc il n'y a pas de gras en fait, hein. Je trouve que tout est bien orchestré, tout est bien rythmé, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a un ressort scénaristique qui va beaucoup revenir, c'est le secret par rapport à Senna, qui personne ne le sait, même Mamori, sa copine, elle est pas au courant que c'est Aishil 21. Et ça, ils arrivent toujours à l'amener d'une manière assez comique pour que ça fasse durer en tout cas le côté secret par rapport à elle, alors qu'il y a plein de gens qui sont au courant, quoi, et qui l'ont deviné parce que ils ont la même carrure, tout simplement, quoi. Il faut être vraiment aveugle pour pas le voir. Donc ça, il y a un côté un peu, c'est le côté très Superman de mon seul déguisement, c'est une paire de lunettes, mais personne ne me reconnaît, quoi. Donc, donc ouais, non, non, mais non, mais ça reste vraiment super fun, c'est hyper léger. Si vous cherchez quelque chose de reposant, qui s'avale vraiment tout seul, faut aller lire Aishil 21, quoi, hein, clairement. Totalement, ouais. Et honnêtement, c'est vous allez sourire, si ce n'est même rire, c'est garanti quoi. Moi, franchement, et pourtant j'ai vu l'anime, je suis pas, tout ça je l'ai vu en fait, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Mais j'ai quand même rigolé quoi. J'ai quand même rigolé parce que bah, c'est drôle, c'est amené, des fois, c'est un petit peu absurde quoi. Et du coup, bah, ceux qui aiment le comique un peu absurde, c'est trop drôle quoi. Donc ouais, comme tu dis, Seb, franchement, t'as dit tout ce qu'il fallait. C'est un truc hyper léger qui s'avale très très bien et très très vite et qui est hyper plaisant à lire, sans forcément être un gros fan de sport ou un gros fan de foot US. On est amené là-dedans quoi. Et c'est là que c'est fort, Aishid 21, c'est que ça te prend
ça t'amène dans l'univers, et puis ça te fait kiffer au travers du shonen, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que franchement, c'est un bête de manga, et il est pas si connu que ça, quoi. Aujourd'hui, on a des références, mais et on entend très peu High Shield, alors que ben, parmi la communauté, les gens sont unanimes. Tout le monde dit que High Shield, c'est incroyable. Bah, il s'est bien vendu hein, au Japon, il s'est assez bien vendu aussi en France, j'ai pas les stats. En tout cas, il s'est vendu suffisamment pour être adapté en animé, puisqu'aujourd'hui, le Saint Graal d'un manga, c'est d'être derrière adapté en animé, puisque c'est là-dessus que les éditeurs vont se refaire la pomme, en fait, hein, puisqu'ils gagnent pas beaucoup d'argent sur les mangas, parce que ça coûte très cher à produire. Et par contre, c'est l'animé qui, lui, permet de récupérer un peu toute la marge sur le manga. Mais tu vois, on est un peu à l'ère où tout est réédité, tout est remasterisé et compagnie. Alors, le manga est peut-être un peu trop récent, mais je trouve que ça fait partie des mangas qui est tellement beau au niveau du dessin et qui a des tellement belles planches qui serait vraiment sublimé sur un format beaucoup plus grand, type Perfect Edition. Et même titre que Slam Dunk, on en parlera peut-être un jour, mais Slam Dunk avec sa Star Edition qui ok est jolie parce que ça fait une belle fresque, mais n'apporte rien. Ça condense un peu plus les tomes, ça fait qu'il y a moins de tomes à acheter. Mais Slam Dunk, le trait d'Inoue est tellement magnifique qu'il mériterait d'avoir des trucs en format beaucoup plus grand, comme les Vagabonds d'ailleurs. Vagabond est sur un format un peu plus grand que ce que peut faire Kana, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je pense qu'il pourrait mériter d'avoir un format un peu plus sympa qui mette beaucoup plus en valeur le trait de Murata. Ouais, totalement, ouais, c'est clair. Après, comme tu dis, je pense que c'est un peu récent. Si ça se fait, ça va se vendre, c'est sûr. C'est trop fort pour ne pas se vendre. Mais aujourd'hui, tu parlais du succès de l'animé. À l'époque, oui, c'était un Saint Graal. Aujourd'hui, on a des animés qui sont produits très très vite, en fait. À partir du tome 5-6, on a déjà l'animé qui sort. Alors que High Shield, il me semble que il a fallu attendre quelques tomes de sortie avant que ça arrive en animé. Donc c'est plus du tout Logique de production, ouais. le même Ouais, rythme. tout à fait. Ouais. Voilà, donc mais oui, ça mériterait. Après, je te cache pas que moi, je la trouve super bien cette édition de Glénat là. Tout à fait. Elle me fait kiffer. Et s'il y avait eu une réédition, bon, j'aurais certainement pris la réédition, mais je suis très content de prendre les tomes classiques là. Ils sont très beaux. Il n'y a pas de fresques, mais par contre, on a des belles covers. Enfin, franchement, non, foncez. Et puis au moins, c'est des tomes qui sont aussi abordables parce que ben, un tome réédité, souvent, c'est quand même plus cher qu'un tome normal, même si des fois, c'est des doubles pages, c'est des doubles tomes ou c'est des trucs condensés. Là, ben, au moins, on est sur un prix de manga classique, 6-7 euros, et puis on se fait plaisir, quoi. Bah écoute, super. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, il y a moins de choses à raconter. On est plus là à vous faire transpirer un peu nos avis purement subjectifs sur iShield 21 que bah voilà, ça s'entend, on adore, hein. On vous en parlera pas ici si on n'aimait pas Echill 21 en tout cas. Donc foncez chez votre libraire préféré. Il y a que comme ça que ça peut faire fonctionner le manga. Je conclurai sur ça parce qu'en fait, je sais pas si tu as lu Val, il y a un article de Jérôme Lachasse qui travaille pour BFM, qui a fait un article justement passionnant sur les éditions de manga et pourquoi en fait certains mangas qui sont réclamés par beaucoup pour être réédités ne le sont pas. Puisque derrière il y a une logique en fait très simple de vente et il y a beaucoup de mangas que nous on peut estimer cultes mais qui ne se sont pas vendus. Et voilà, on vous mettra le lien dans la description de l'article, mais je pense que si vous vous intéressez un petit peu au manga, vous êtes forcément tombé sur cet article-là, mais c'est un article vraiment passionnant sur justement sur les éditions manga papier. Si tu veux bien, on va passer à nos recommandations et puis éventuellement les dernières lectures qu'on voudrait mettre en avant. J'ai deux petites recos. Alors la première, c'est une reco manga que je vais très certainement traiter en format one shot. C'est Beastars. Ok, Beastars, ouais, Beastars, ça tue. Euh, En fait, j'avais vu passer l'animé sur Netflix, j'avais pas été trop emballé, mais le contexte, enfin le synopsis me plaît, quoi. C'est dans un monde où les animaux ont des formes anthropomorphes et vivent comme des humains, quoi. Il n'y a pas d'humains dans cet univers-là. Et c'est un seinen. On pourrait croire par le trait, par le dessin, que c'est un manga pour enfants. Pas du tout.
mais vraiment pas du tout. Même il y a des choses très adultes qui m'ont surprise. Je m'y attendais absolument pas. Et franchement, Beastars c'est très cool. En tout cas, moi je suis en train de lire. J'ai lu les 4 premiers tomes là. Je me régale et j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc je vous ferai un petit one shot là-dessus. Et ensuite, ma deuxième reco, c'est pas une reco manga, mais c'est une reco pour les gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, pardon, sur la région toulousaine. Je vous recommande d'aller faire un tour à la librairie Crossover qui a ouvert il y a pas très longtemps, rue Fourbastard, donc c'est au centre-ville de Toulouse. Ils sont super sympas, c'est avec eux notamment, c'est chez eux notamment que j'ai acheté mes tomes d'Ice. On a pas mal discuté, ils ont une très belle librairie, ils sont hyper cool, hyper calés, ils conseillent vachement bien. Donc je voulais leur faire un petit shout-out là. C'est la deuxième fois que je dis shout-out dans cet épisode, mais je voulais faire un petit big up ouais, à cette équipe-là. S'ils nous écoutent, c'est cool. Et franchement, ils sont super, donc n'hésitez pas, si vous passez par Toulouse, allez les voir, et ils ont aussi des très belles figurines. Donc voilà. Ouais, super. Mais c'est vrai que Beastars, ça me fait de l'œil aussi depuis un petit moment. J'ai pas encore franchi le pas parce que j'ai pas mal de lectures en cours et j'ai fini pas mal aussi de choses récemment. Donc un jour, peut-être, je m'y mettrai, mais tout ça, il faut la place aussi pour ça et le temps. Et on manque toujours de temps. Bah pareil, moi j'ai deux recos, alors une reco et après derrière deux petites lectures à vous partager. La première, c'est Akira, que je pense que vous connaissez tous, j'ai envie de dire, qui connaît pas le chef-d'œuvre d'Otomo. J'ai eu la chance récemment dans ma petite ville de campagne. Non, je dis ça pour les gens qui sont peut-être sur Paris à nous écouter, mais moi je suis du côté de la Charente-Maritime et dans mon petit cinéma en fait, avec sous l'action de l'assaut de BD du coin et de l'assaut de cinéma, ils se sont mis ensemble pour nous diffuser la version 4K, version originale sous-titrée d'Akira. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Ça a été une redécouverte complète et ça a été une énorme claque. C'est un film qui a quand même une trentaine d'années et l'animation, elle est dingue, vraiment. C'est fou pour un film qui a maintenant plus de 30 ans, qui a 30 ans, et c'est vraiment super. Ça donne envie vraiment d'en apprendre beaucoup plus sur l'univers d'Akira, parce que ça peut laisser vraiment perplexe, hein. C'est pas hyper simple d'accès, parce que ça laisse beaucoup de questions en suspens et on se pose des questions aussi sur le avant, et tout ça est répondu dans le manga. Donc comme ça fait le lien, puisqu'en fait le film est une petite partie de l'énorme univers qu'a pu proposer Otomo, et voilà, c'est un super film. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire de quoi ça parle, vous irez regarder, ça vous encouragera à découvrir. Pour ceux qui n'ont pas la chance de le découvrir en 4K, il est actuellement sur Prime Video. Il est dispo dans une super version, pareil, haute définition, et si vous avez un bel écran, c'est aussi très regardable sur votre télé. Et au niveau donc lecture, je vais juste parler rapidement de deux petites choses, un truc très récent et un truc moins récent mais qui a été réédité. Je vais vous parler de Chainsaw Man. Je pense que beaucoup de gens en parlent en ce moment. C'est un peu le manga du moment. Donc c'est de Tatsuki Fujimoto qui nous a fait Fire Punch avant, qui était aussi un récit barré. Pour info, pour faire le lien, c'était un manga qui avait été recommandé par Martin sur l'épisode de Doro. C'était sa recommandation. Donc c'est le même auteur qui maintenant nous emmène dans un univers où les humains et les démons cohabitent. Ils se font la guerre, enfin ils s'aiment pas, donc il y a des humains qui sont là pour en fait chasser les démons et obtenir des primes de récompense dès qu'ils vont tuer un démon et le revendre au marché noir. Et en fait on suit l'histoire de Denji qui est un jeune en fait qui est complètement dans une galère financière pas possible, qui en fait est obligé de faire des petits boulots, notamment de tuer des démons pour essayer justement de récupérer la dette de son père qui s'est suicidé parce qu'il croulait sous la dette. Donc il travaille pour la mafia japonaise et il tente tant bien que mal de rembourser les dettes de son père. Pour ça il est accompagné d'une sorte de cochon, je sais pas ce que c'est, une espèce de cochon démon, un chien démon, je sais pas ce que c'est, qui est équipé d'une tronçonneuse. Voilà, enfin qui a pour guise de museau à une tronçonneuse. C'est assez sympa au niveau du design de la bête. Et le twist en fait de l'histoire, pourquoi ça s'appelle Chainsaw Man, c'est qu'en fait la mafia japonaise va trahir Denji et le tuer.
et il va ressusciter en fusionnant en fait avec son chien démon et devenir un homme tronçonneuse, Chainsaw Man, voilà, et partir à la conquête et à la bataille des démons. Voilà, j'en dis pas plus, c'est assez gore quand même, c'est assez trash, mais il y a un peu d'humour et c'est super sympa à lire, vraiment. Dernier truc, c'est Parasite. Parasite, qui est un manga qui a quelques années maintenant quand même, qui est réédité actuellement et qui est complètement fou aussi, puisqu'en fait arrivent sur Terre en fait des parasites extraterrestres qui veulent prendre possession en fait du corps humain. Donc pour refaire la scène qui est assez perturbante, c'est pendant le sommeil des humains, ils s'introduisent en fait par l'oreille des humains et ils prennent possession de leur corps. Donc en fait ils viennent parasiter leur cerveau, ils prennent le contrôle du corps des humains dans le but d'aller bouffer les humains après derrière, puisqu'ils s'alimentent d'humains. Et on va suivre notre héros principal, dont là le nom m'échappe, je m'excuserai, qui en fait lui, en fait la fusion de son parasite va foirer et va terminer dans son bras. Donc il va devoir cohabiter en fait avec son parasite qui va rester à son bras et ça sera irrémédiable puisqu'en fait il ne pourra plus aller dans son cerveau, donc en fait ils vont devoir essayer de cohabiter avec eux tout en essayant justement d'éviter et de croiser d'autres parasites et c'est vraiment super. Je m'attendais pas à un récit comme ça, le dessin a pris un petit coup de vieux mais ça reste totalement regardable. Mais c'est vraiment super, enfin, j'ai été vraiment très surpris, j'étais passé complètement à côté à l'époque, et c'est vraiment une super découverte, c'est assez court en plus, donc je crois que c'est complet en 10 tomes, et franchement, voilà, allez lire Parasite, surtout qu'en ce moment, il y a aussi la suite qui est en cours de parution aussi chez le même éditeur. L'anime est sur Netflix aussi, il me semble, et il est d'ailleurs très très beau. C'est un très bel anime et des très belles animations. Et Val, ça y est, on a terminé avec cet épisode peut-être un peu plus court, on verra au montage ce que ça va donner. Bon, pour rien vous cacher, on a eu des petits soucis techniques, donc voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre au montage. Un petit souci de connexion qui fait qu'on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour record, mais mis bout à bout avec la magie du montage, normalement vous ne devriez pas trop entendre parler de ça. Pour rappel, on va faire un petit peu de promo, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, on a mis Instagram à jour. Val, bravo, c'est toi qui as mis à jour. Gros boulot. Donc on est plutôt à jour sur les réseaux, on commence un peu plus à communiquer, puisque on commence à avoir un peu plus d'écoute, donc on se dit que on va essayer d'être un peu plus présent sur ce média-là. En tout cas, faut pas hésiter à nous laisser des commentaires, ça nous permet de nous améliorer, de proposer quelque chose de peut-être un peu plus mieux la prochaine fois, de nous proposer éventuellement aussi des mangas, parce que voilà, on est prêt à découvrir des choses et pour en parler après si on a aimé. Pareil, s'il y a des gens qui se sentent un peu l'âme de parler manga et qui veulent venir avec nous un jour parler manga, ça sera avec grand plaisir parce que c'est toujours intéressant de confronter les avis. Et en tout cas, voilà, si cet épisode vous a plu, faut pas hésiter donc à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux et puis voilà, et on se dit à très très vite dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Salut tout le monde. Salut.